comment l'intériorisation, espèce de pudeur, non, tu ne parleras pas, ma fille, voilà, ce mélange et en effet la méfiance de la toute-puissance nous accueillons Christophe Thomas. Oui, bien, mais Antoine, pourquoi alors, histoire et tragédie. Christophe, et vous avez peut-être regardé publication. Premier roman, un peu comme toi c'était ton premier roman. Et Christophe le présente en plein Covid. Est-ce que j'ai gardé? Oui, c'est pas fait exprès, mais je le garde parce que c'est un précieux reliquat. Plein Covid. Interdit d'ouvrir les librairies, les dédicats, etc. Et j'écris au préfet de ville, qu'on connaît un petit peu, mais pas par piston, en disant, ben voilà, il y a quand même un livre qui sort, par le général Christophe. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Le général sait ce qu'il doit faire. Donc Christophe a su ce qu'il devait faire, il était à moitié sur le trottoir, hein, c'était comme ça, moitié sur le trottoir, heureusement il faisait beau ce jour-là, et cet épisode m'a montré que l'action est peut-être le seul moyen, avec l'écriture, hein, bien évidemment, et là Christophe avait d'abord fait de l'action, il va vous raconter, on appelle ça les actions spéciales, pendant 30 ans, hein, 35 ans, mais de tout. Mais j'en ai vu ça. Mais comment l'action a pu rencontrer l'écriture. Et ce livre, Soldat de Londres, et je pense que c'est un grand succès, non? Pas que la librairie. Ça a bien marché grâce à Antoine. Mais pas que grâce à Antoine. Voilà. Parce que je l'ai lu, pareil, et j'ai bien aimé marier action sur des théâtres très, très difficiles. Hein, en général, donc Christophe est évidemment rappelé en ce moment, je ne sais pas si ça s'est bien passé là. Alors aujourd'hui, il m'a dit je serais peut-être un peu en retard parce que je suis sur une télévision ou je ne sais pas quoi. Bon, il a un autre boulot, hein, il a une autre responsabilité. C'est ça pour dire que dans des théâtres très difficiles, comme aujourd'hui à, j'espère pas encore à Odessa, mais à Kharkiv, etc., ces hommes et femmes spéciales qui sont venus ici, je ne connaissais pas leur nom, leur prénom, ils me disaient juste Natacha, machin, on veut une signature, une dédicace du livre de Christophe Thomas, donc en gros des agents secrets, oui, c'est très, très, très excitant. Mais ils sont au service d'une action spéciale et sans dévoiler des secrets, dans ce livre Soldat de Londres, je trouvais que la tragédie et l'action allaient bien ce soir ensemble. Et Christophe a accepté. Oui, mais je ne ferai pas pour Antoine. Je parle désolé parce que je suis arrivé en retard, j'étais sur le plateau de LCI avec David Pujadas pour parler de l'Ukraine et la tragédie qui est vécue sur place avec, je dois reconnaître, une vraie résistance, capacité de résistance ukrainienne. Alors le thème de ce soir c'était le bombardement du théâtre de Mariupol. Mais l'ancien homme du renseignement que je suis s'interroge toujours quand on montre des images. Parce que c'est des pays dans lesquels la manipulation des masses a été forte, dans lesquels l'intoxication a été forte, et dans lesquels qui croire finalement. On voit des images, on est tous sous le coup de l'émotion, surtout quand on vous dit dans ce théâtre il y avait des enfants et des femmes, c'était un abri, etc. Voit-il que, en fait, on ne voit aucune victime. Or, aujourd'hui, ce qui est très nouveau dans cette guerre, la Russie qui envahit l'Ukraine, c'est l'abondance des réseaux sociaux. Et tout le monde a des images d'un char qui était sur un autre, de maisons détruites,
détruite, tout le monde avait en tête l'image à l'hôpital de Mariupol, cette clinique dans laquelle on voit une femme enceinte évacuée sur un brancard. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est l'émotion que l'on vit. Et le chef militaire que j'ai été, comme l'homme de renseignement que j'ai été, le tout c'est de réfléchir sans laisser parler l'émotion qui est en soi, parce qu'on est tous le frère de quelqu'un, le fils de quelqu'un, le mari de quelqu'un, le père, et donc forcément on s'identifie. Voilà. Et donc c'était un peu ça le sujet. Et ce que j'ai fait comme réflexion en journée, j'ai dit, en fait, ce qui m'étonne moi, c'est qu'on ne voit aucune forme d'image. Est-ce que c'est un missile russe? Est-ce que c'est parce que c'est le bataillon Azov qui est sur place? Le bataillon Azov est vu comme un bataillon de néo-nazis sur place. Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont fait exploser le théâtre? Est-ce que les gens ont été évacués avant, sachant que c'était un abri visiblement anti-atomique avant? Donc voilà. Donc, c'est toutes les questions que je vous pose. Je n'ai pas la réponse évidemment. Je ne suis plus du tout à la tête d'un service de renseignement comme j'ai pu l'être pendant 4 ans. Et donc je suis incapable de répondre. Dans tous les cas, je préfère poser des questions que tenter d'y répondre plutôt que de dire une bêtise. Alors si j'écris ce livre Soldats de l'ombre, en réalité j'ai eu l'intention d'écrire, et j'ai un des cousins qui s'appelle Thomas Gomard, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'affolement du monde, que je conseille de lire, parce que je fais même de la pub pour lire. Ça reste en famille bien sûr, qui m'invite dans une librairie à Paris. Et puis après la dédicace, on est allé dîner avec son éditrice. Et l'éditrice me dit, mais vous devriez écrire, compte tenu de ce que vous m'avez raconté, en un quart d'heure, je me demandais ce que j'avais fait. Et je dis, je racontais vite fait. Elle me dit, vous devriez écrire. Je dis, bon. Et puis elle est revenue plusieurs fois vers moi, vers ce réseau professionnel LinkedIn. Et finalement, j'ai accepté de la voir. Je rencontre la maison d'édition, donc Talendier, un homme qui s'appelle Xavier Bartilla. Et il me convainc d'écrire 2 livres. Mais il me dit, est-ce que vous n'avez pas l'habitude de l'écriture? Ce qui était vrai, à part rédiger des notes, des ordres de service ou que sais-je, ça je savais faire. Écrire des ordres d'opération, je savais faire aussi, mais écrire des livres, c'est un peu différent. Ça prend un peu plus de temps. Et donc je connaissais bien un journaliste qui s'appelle Jean Guinel, que j'ai eu l'occasion de voir au cours de mes pérégrinations militaires. Parce que finalement, on voit souvent les journalistes sur les théâtres d'opération, parce qu'eux-mêmes couvrent l'actualité. Et finalement, on a un peu le même métier, c'est-à-dire qu'on cherche à informer, moi, mes chefs, eux, nos concitoyens, nous, finalement. La seule chose par rapport à eux, c'est que moi, j'avais des sources propres à la fin de ma carrière comme directeur d'enseignement militaire. Donc, j'ai écrit ce livre dans lequel je raconte mes 36 années de carrière militaire, surtout le volet force spéciale. Le deuxième sera plus un volet renseignement. Et ce que je raconte, finalement, c'est toutes les étapes de ma carrière. Mais avec des focus très particuliers, puisque j'ai eu la chance de commander les opérations spéciales, de commander un régiment de forces spéciales, de commander des forces spéciales en opération, donc un peu partout, alors beaucoup en Afrique, mais également en Afghanistan, également... sur la Yougoslavie, parce que ça nous a fait... La Yougoslavie, bien évidemment. Où la Yougoslavie, c'est la première fois, j'avais été au Tchad en 86, mais la Yougoslavie, en fait, j'escortais des convois de l'ONU, et c'était le début de la guerre, en fait, entre Serbes et... Enfin, c'était la guerre entre Serbes et Croates. Et les casques bleus, dans lesquels j'ai appartenu pendant quelques mois, étaient chargés de séparer les combattants serbes et croates. Et le PC de l'ONU s'est mis intelligemment à Sarajevo, en disant, mais finalement, c'est une ville multiculturelle, et là, il n'y aura pas la guerre. Bon, sauf que la guerre est arrivée assez vite. Et donc, c'est là où, effectivement, j'ai pris conscience des dégâts que faisait une guerre. Parce que finalement, quand on est militaire, on s'engage, on dit on va défendre son pays, tout ça c'est beau, hein, c'est très romantique, et les Français ont un peu l'âme romantique, comme les Slaves, qui l'ont un peu plus que nous, je pense, encore. Et finalement, on se rend compte des dégâts que fait la guerre. À Sarajevo, c'était terrible, c'était une ville assez pimpante, assez riante. D'y penser qu'il y a eu les Jeux Olympiques en 1984, et que nous étions 8 ans après, et que tout était commencé à être détruit. J'y suis retourné plusieurs fois en 1995, j'y suis retourné également fin des années 90, début 2000, et là, on a été chargé de chasser les criminels de guerre, enfin, les personnes accusées de crimes de guerre. C'était Personal Indicted for War Crimes, en anglais, PIFWIC, et la zone française, il y avait Radovan Karadzic, qui était donc le leader des Serbes de Bosnie, il y avait d'autres vraiment criminels qui ont tué des gens. Parce qu'ils étaient en l'occurrence musulmans, et il y a eu des vrais crimes de guerre, exactions, etc. Donc on était chargé de les arrêter. Il fallait les trouver,
c'était un peu comme une enquête policière, finalement, parce qu'on était en terrain pas forcément amis, et les gens se cachaient dans des coins reculés. Donc on a monté pas mal d'opérations. On a mis ce que je raconte un peu dans mon livre, on a mis des écoutes sur la maison de Madame Karadzic, donc la femme de ce Radovan Karadzic, leader de Bosnie, qui s'est arrêté lui plus tard, mais à Belgrade. Et c'est ça, bon, je raconte un peu ça dans ce livre. Je raconte aussi le Rwanda. J'ai jamais vu autant de morts de ma vie, pour reconnaître. Mais alors c'était des morts, beaucoup de morts de choléra en réalité, parce que comme dans toute guerre, en fait, finalement, il y a des épidémies qui se mettent en place, et ces morts, il fallait bien les enterrer. Or, la région, c'était dans la région de Goma, ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, et c'est un sol volcanique, donc il fallait creuser des fosses communes à l'explosif. Et on a mis des soldats pour aller enterrer ces morts, avec des engins du génie, donc en fait des espèces de bulldozers finalement. Et voilà, c'était un moment. On n'a pas resté longtemps l'opération turquoise qu'on a beaucoup décriée en accusant les Français d'avoir protégé les exterminateurs. Évidemment, c'est comme tout, c'est beaucoup plus compliqué que ce que les gens veulent bien raconter. Il y a toujours des raccourcis. Vous savez que dans les médias que je connais bien, c'est blanc et noir. Il n'y a jamais de gris, gris moyen, gris clair. Comme dans toutes les crises, que ce soit une crise de couple, que ce soit une crise d'une famille, c'est jamais blanc et noir en général. Et dans la vraie vie, dans la guerre, c'est exactement pareil. Alors bien sûr, dans le cas de l'Ukraine, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Mais il y a des contentieux préalables, mais voilà, ça n'excuse pas. Ce que je raconte là n'excuse pas, je raconte simplement des faits. Ensuite, après cet épisode rwandais, j'ai commandé un régiment de forces spéciales, effectivement, donc on a envoyé en Afghanistan. L'Afghanistan, c'était alors là un autre monde. L'Afghanistan est un pays superbe, minéral, très très beau, les fonds de vallée très verts l'été, très riant, j'allais dire. Presque. Évidemment, quand on voit les attentats auxquels on a échappé soi-même, quand on voit les véhicules suicides qui veulent se jeter sur un véhicule de votre convoi, tout ça ramène les choses à des dimensions, j'allais dire, dramatiques certes, mais en même temps, j'ai eu des soldats qui sont morts dans des combats. Donc évidemment, le chef que j'étais, quand il me rend compte de ça, j'avais déjà eu le cas en Bosnie, c'est toujours très difficile, c'est encore plus difficile quand vous rencontrez la veuve après. C'est des moments vraiment très forts pour le chef militaire que j'ai été à ce moment-là. Et ensuite, l'Afghanistan, c'était compliqué parce que, comment dire, c'était un combat de guérilla dans lequel, en fait, on tendait des embuscades nous-mêmes aux talibans. Et l'emploi des forces spéciales a eu un vrai caractère stratégique puisque, sur le plan de l'histoire, il faut se souvenir qu'en 2003, en fait, la France n'était pas intervenue en Irak. Vous vous souvenez de cet épisode dans lequel M. de Villepin, à la tribune de l'ONU, dit « Non, la France n'interviendra pas, il n'y a pas eu d'armes de destruction massive ». Donc la France, de fait, on n'a jamais trouvé en Irak d'armes de destruction massive. Et donc, pour compenser ça, parce que la France était très mal vue aux États-Unis, vous savez, c'était l'épisode non plus des French fries, mais des Freedom fries. Le mot français était banni. Donc le président Chirac, sous le conseil de son chef d'état-major particulier, le général Batéja à l'époque, décide d'envoyer des forces spéciales. Donc on envoie 200 forces spéciales à l'autre bout du monde, à Spinboldak. Spinboldak, c'est un petit bled, vous cherchez sur une carte, pas loin de la ville de Kandahar, à la frontière avec le Pakistan. Et en fait, c'était un couloir d'infiltration pour les talibans qui allaient se ravitailler au Pakistan dans les zones, ce qu'on appelle les zones tribales, et qui ensuite allaient mener le combat contre l'armée afghane et contre la coalition à laquelle j'ai appartenu pendant quelques temps. Ensuite de ça, je me suis retrouvé à commander un régiment. Un régiment pour un officier, c'est quelque chose où vous êtes seul, vous avez entre 800 et 1000 hommes, et dans lequel vous vous retrouvez finalement, vous avez la responsabilité de cet ensemble de gens que vous devez former, entraîner et conduire en opération si on vous le demande. Avec la responsabilité de l'ensemble, évidemment. Et puis je me suis retrouvé au cabinet de la ministre Michèle Yomari pendant une année. Elle a été remplacée par Hervé Morin. Et j'étais en charge des relations avec les services de renseignement. La DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la Direction du Renseignement Militaire, par la suite j'ai commandé,
et la direction du renseignement sécurité défense. Donc c'est tout ce qui est contre-ingérence, contre-espionnage pour les armées et pour protéger les industries de défense françaises. Et donc en fait j'étais le lien entre ces services et la ministre ou le ministre avec Hervé Morin. Et puis j'ai été désigné, le président Sarkozy décide de monter une cellule qu'on appelait la Coordination nationale du renseignement à l'Élysée. C'est que qui détient l'information détient le pouvoir. Et donc c'est bien que le président de la République sache ce qui se passe, et soit bien informé du. Et donc là, le premier coordonnateur était un ambassadeur qui s'appelait Bernard Bajolet, qui était à l'époque ambassadeur de France en Algérie, puis après cet épisode à l'Élysée, il sera ambassadeur de France en Afghanistan, et puis il sera ensuite directeur général de la sécurité extérieure. Bernard Bajolet qui a écrit un livre qui s'appelle À l'Est, comme ça. Et cet ambassadeur courageux, il a été dans toutes les ambassades dans lesquelles il y avait l'Afghanistan, il était à Sarajevo, il a été en Irak, il a été en Syrie, bref, tous les endroits dans lesquels il fait chaud, mais c'est un ambassadeur courageux, physiquement et moralement. Et donc on a monté cette cellule de coordination du renseignement avec les autres services que sont la Direction générale de la sécurité intérieure, qui appartient au ministère de l'Intérieur, donc c'est l'ancienne Direction générale du territoire et les anciens RG, renseignements généraux, et puis deux autres services qui appartiennent au ministère de l'économie, qui sont la DNRED, Direction nationale des renseignements et enquêtes douanières, et TRACFIN, unité de traitement du renseignement et action contre les circuits clandestins. C'est 6 services qui en fait sont là pour renseigner le président de la République et renseigner les ministères dont ils dépendent, et donc finalement renseigner le gouvernement. Alors pourquoi autant de services? Chaque service répond à un besoin particulier, et surtout pour un décideur politique, ça permet de recroiser les informations. Et quand j'étais directeur de l'enseignement militaire, je n'ai pas été toujours d'accord avec Bernard Bajolet qui était devenu le directeur général de la sécurité extérieure, parce qu'en fait on n'avait pas forcément les mêmes capteurs. Les capteurs, c'est ce qui nous permet de recueillir du renseignement, et on ne voyait pas forcément les mêmes choses sous le même angle. Donc pour un décideur politique, c'est bien d'avoir un regard qui puisse être différent, parce que, au moins, il dit, si je croise les deux, il y a peut-être la vérité entre les deux. Et on n'a pas forcément les mêmes sources d'informations. Donc voilà, et donc j'étais patron de ce service de renseignement, avant j'ai commandé les opérations spéciales, après avoir été à l'Élysée pendant 3 ans, du temps de Nicolas Sarkozy. Donc là, c'est la vie, c'est passionnant pour l'homme que j'étais, de vivre 3 ans dans ce lieu du pouvoir, cette concentration de pouvoir, surtout qu'avec le président Sarkozy, on était passé au quinquennat, il faut se souvenir de ça, et donc tout le pouvoir était concentré à l'Élysée. Le Premier ministre essayait bien, j'allais dire, diriger le gouvernement, mais en réalité, tout le pouvoir était concentré, et donc il était logique que le renseignement soit à l'Élysée. Alors à l'Élysée, c'est la vie à la cour du roi, c'est-à-dire qu'entre conseillers, c'est comme ici, pas loin là. Quand il y avait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, plus on est proche du roi, mieux c'est. C'est moi, hein, j'étais N, c'est N, 2. Donc je n'avais pas forcément accès au président, mais je le voyais de temps en temps. Et ensuite, je suis devenu patron des opérations spéciales, ce qui était un peu mon rêve. Les opérations spéciales, c'est environ 3000. Et puis à l'époque, vu tout ce qu'on faisait, j'avais réclamé au ministre de la Défense, qui était Jacques Le Drian, d'avoir 1000 hommes en plus, ce qu'il m'a accordé. Alors 1000 hommes, on les recrute pas tout de suite, hein, c'est quelque chose qui se fait un peu sur quelques années. Donc aujourd'hui, ils sont 4000 environ. Et à l'époque, nous étions en Libye. Vous vous souvenez, il fallait, le président Sarkozy, avec les Anglais, appuyé un peu par les Américains, avait décidé de renverser Kadhafi. Et donc, en fait, on avait mis au sol quelques forces spéciales, environ une petite centaine, pour accompagner les Katibas libyennes, pour que ces Katibas, en fait, combattent les forces pro-Kadhafi. Et en particulier guident les avions, guident ensuite les hélicoptères, et Sarkozy a dit que ça se termine tout ça le 14 juillet, il y en a marre, ça dure trop longtemps. Sauf que la guerre, c'est la guerre. Il y a des gens qui se battent et qui résistent et qui veulent gagner. C'est pas un match de rugby, j'espère qu'on gagnera contre l'Angleterre samedi, mais ça se bat. Et forcément, même si la puissance aérienne était de notre côté, au sol, c'était des Katibas qu'il a fallu organiser parce que c'était très, très disparate. Chacun voulait être le chef, donc il a fallu organiser ça à partir du sol, ce qu'on a fait, et finalement, Kadhafi a été battu, comme chacun le sait. Il a fallu ensuite désengager l'Afghanistan, qui n'était pas facile, parce que, évidemment, les talibans nous attendaient, on a eu des combats très difficiles,
J'ai actuellement comme adjoint un ancien force spéciale dans la boîte civile dans laquelle je suis, qui lui a eu un stress post-traumatique, tellement il s'est vu mort dans un combat. Effectivement, il y a des combats très très durs dans lesquels nos soldats ont été engagés durement, lourdement. On a eu quand même quelques tués, malheureusement. Voilà. Ensuite, c'était le Mali en janvier 2013, où en moins d'un mois, avec 250 hommes, et ben, on a un peu renversé le cours de l'histoire, c'est-à-dire en fait empêcher les djihadistes d'aller prendre la ville de Bamako, et donc sans doute d'imposer derrière un espèce de califat. Et finalement, avec ces 200, on s'est battu sur deux endroits très fortement, la ville de Diabali à l'ouest et la ville de Mopti Sévaré, et surtout à Gao, sur le pont de Gao, dans lequel on a eu des combats très violents. On a perdu malheureusement un pilote d'hélicoptère qui s'appelait Damien Boiteux. Et ce Damien Boiteux, comme quoi la vie est ainsi faite, c'est que j'avais deux hélicoptères qui sont allés taper dès qu'on a reçu l'ordre du président de la République, qui était François Hollande. Et un des hélicoptères a été entièrement criblé de balles. L'équipage n'a rien vu. L'hélicoptère s'est craché 20 km en arrière. Il s'est craché, il s'est posé durement, un peu en autorotation, c'est-à-dire qu'en fait l'appareil était pratiquement ingouvernable. Il s'est craché. En revanche, l'autre hélicoptère n'avait reçu qu'un impact et qui a traversé le mollet du commandant de bord, qui en fait était allé se ficher dans l'aine. Il s'était mis un garrot autour du mollet. En fait, c'est par là qu'il perdait du sang, et en fait, il s'est vidé du sang à partir de l'aine, et quand il s'est posé au sol, il voulait faire des perfusions. Ce pauvre lieutenant est décédé. Et là où c'était pas de chance, c'est que c'était le premier mort. On venait d'engager le combat en fait. Et quand j'ai été voir le chef d'état-major des armées, qui était l'amiral Guillot, et puis ensuite le ministre de la Défense, pour leur dire voilà, le chef ou amiral, on a un problème, on a un type qui est mortellement touché, on a un hélicoptère qui est craché. L'hélicoptère, on a récupéré l'équipage, on a détruit l'hélicoptère de façon à ce que les djihadistes ne récupèrent pas des morceaux, en disant on a descendu un hélicoptère de l'armée française. Et puis finalement, en 3 semaines, on est allé jusqu'au grand nord du Mali, jusqu'à Tessalit, qui est une ville dans le grand nord sahélien, pratiquement à la frontière avec l'Algérie. Et les djihadistes se sont évaporés dans la nature, enfin ceux qu'on n'avait pas tués en tous les cas, sont partis dans la nature. Et ça, et ensuite, eh bien, c'est arrivé aujourd'hui. Vous savez tous que les Maliens ont demandé aux Français de s'en aller, on était venus un peu armés d'occupation. Le résultat est qu'on a empêché qu'un califat s'installe, et ce que j'ai déjà dit publiquement, c'est que je suis sûr qu'on y reviendra. En 2012, les Maliens que je rencontrais régulièrement, parce qu'on avait mis un petit groupe de forces spéciales pour les aider à former leurs propres soldats, le chef d'état-major des armées maliennes m'a dit Moussem, en général, il faut retirer vos soldats, on voudrait récupérer l'endroit où ils sont, on se réorganise. Bon, c'était à peu près en mi-2012, 6 mois après, nous étions là, et eux, ils étaient tous partis un peu la paille aux fesses. Pour parler trivialement. Et ensuite, j'étais directeur du renseignement militaire pendant 4 années, toujours sous le gouvernement Hollande, et donc avec Jean-Yves Le Drian, qui était le ministre de la Défense, passionné par ces affaires en réalité. Et j'ai réorganisé ce service pour répondre aux besoins des armées, appui en opération, donc au Mali, le désengagement de l'Afghanistan qui se terminait, et puis tout le Sahel finalement. Et l'Ukraine, déjà en 2014, puisque un beau jour, un beau matin, le chef d'état-major des armées, qui s'appelle Pierre Devilliers, m'appelle et me dit bon Christophe, j'ai eu le général Bridlove, qui était le général américain, patron de l'OTAN en fait, sur le théâtre européen, m'annonce que les Russes, ils sont 40 000 massés aux frontières ukrainiennes et qu'ils vont envahir l'Ukraine. Très bien, chef. Et donc, c'est l'avantage d'un service de renseignement, c'est que vous avez plein de types de capteurs. Vous avez l'image satellitaire, donc c'est de la photographie. Vous avez des interceptions, donc ce qu'on appelle vulgairement les écoutes. Mais c'est plus complexe que ça, parce que dans les écoutes, aujourd'hui, 90% des communications, voire 95% des communications passent par les câbles Internet. 5% seulement passent par les satellites. Et qu'on peut intercepter aussi. Et puis on a des sources humaines, donc des gens qui sont sur le terrain, ou soit des gens qu'on peut interroger de loin et qu'on connaît. Il y a le renseignement ouvert. Sur Internet, aujourd'hui, vous avez plein de choses. Et c'est ainsi qu'à la fin, j'ai pu lui dire, en fait, non, mon général, les Russes n'envahiront pas l'Ukraine. En tout cas, ils vont peut-être déstabiliser l'Ukraine à travers le Donbass, mais ils n'envahiront pas l'Ukraine pour plusieurs raisons. La raison, c'est qu'il n'y a pas les unités de deuxième échelon, donc celles qui pourraient venir renforcer
les gens qui sont en première ligne ne sont absolument pas mobilisés. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'hôpitaux de campagne déployés. Or, une force qui va attaquer, il y a des hôpitaux de campagne déployés parce qu'il y aura forcément des blessés, des tués et des blessés. En termes, il n'y a pas de pipeline souple de campagne également déployé pour ravitailler les chars, les blindés, parce que c'est consommateur en carburant. Et un élément, et ce qu'on voyait à travers les images satellites, c'est effectivement des gens plutôt en état de stationnement, qui ne se préparaient pas du tout à envahir. Et puis un dernier élément non négligeable, c'est les réseaux sociaux des mères de soldats russes. Parce que c'est quelque chose de très puissant en Russie, et c'est sans doute ce qui fait hésiter Poutine aujourd'hui vis-à-vis de ces mères de soldats russes. C'est une association très, très puissante en Russie, et certains disent qu'elles sont même plus courageuses que leurs maris. Je ne doute pas un instant, ma femme n'est pas là, mais en général, les femmes, les dames sont plus courageuses que les hommes. C'est bien connu. Je ne dis pas ça du tout, je pense que c'est vrai en plus. Et ces femmes racontaient sur les réseaux sociaux que leur fils, ce qu'ils faisaient là, s'ennuyait, c'est pas pourquoi ils étaient là, il n'y avait pas de munitions, enfin bref, en tout cas, visiblement pas des soldats prêts à engager le feu. Donc je dis, voilà, de fait c'était vrai, et ils n'ont pas envahi l'Ukraine, ils ont, j'allais dire, bon, ils avaient pris la Crimée de façon un peu soudaine, et dans le Donbass, ce qu'on ne dit pas, ce que je vous dis quand même, c'est que les Ukrainiens tapent quand même sur les Russes, c'est qu'il y a des combats d'artillerie de part et d'autre. Il n'y a pas que des morts ukrainiens, il y a aussi des morts russes, ou en tous les cas dans la population. Je pense que une des causes du conflit auquel on assiste en témoin malheureusement passif, c'est le fait que les Ukrainiens décidaient que le russe n'était plus une langue officielle, semble-t-il. Alors je ne connais pas tout l'aspect intérieur de la vie politique en Ukraine, mais c'est une des raisons, et que du coup, voilà, et ce que dit M. Poutine, c'est que c'est un peuple de pays. Ce que disent les Ukrainiens, en tous les cas, M. Poutine a réussi un tour de force, c'est de créer vraiment une nation ukrainienne, quand on voit les capacités de résistance. Et ce qu'il montrait tout à l'heure sur LCI, je terminerai par ça, c'est qu'on voyait des soldats en armes qui arrivaient dans la cour, semble-t-il, d'une maison, d'une ferme, on ne sait pas trop, c'est du côté de... Et il demande à l'homme de mettre les mains sur la tête, ce qu'il refuse, et il avance avec sa femme vers ces soldats, qui finalement font demi-tour, et quittent. Un autre exemple, qui était au début, là, fin février, c'est que les soldats russes, dans un village qu'ils avaient pris, en fait, la population leur jetait des boules de neige sur les soldats russes. Pour vous dire qu'il y a un vrai esprit de résistance dans cette Ukraine, et que je pense que Vladimir Poutine a réussi son de force de créer ça, et sans doute de renforcer les liens en Europe, qui se retrouvent prises entre deux feux, entre les Américains qui ne veulent pas d'une Europe puissante, et les Russes qui ne veulent pas non plus d'une Europe puissante. Et les perdants de l'affaire, en fait, bien sûr, c'est l'Ukraine, mais c'est aussi l'Europe, de mon point de vue. Évidemment, c'est un avis tout à fait personnel. Voilà. C'est ce qu'on voit aussi à Odessa. À Odessa, effectivement, il y avait énormément de russophones qui étaient justement pas contre les Russes. Et là, finalement, ils se sont mis avec les Ukrainiens. Oui, les soumis par l'Ukraine. Oui, les soumis par l'Ukraine. Mais là, on voit bien qu'ils s'adressent aux soldats russes en russe. Oui, tout à fait. Et en fait, ils parlent exactement, enfin, certains parlent exactement la même langue, donc ils se comprennent. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, même sur Twitter, je voyais Nicolas Delessal, qui était venu ukrainien une semaine, et il y a deux soldats qui arrivent, et ils commencent à se parler, et finalement ils se demandent quelle langue ils vont utiliser, et le soldat répond, on a commencé en russe, on continue en russe. En fait, il n'y a pas. Voilà, je pense que la vraie difficulté pour Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est qu'il a imaginé, en attaquant, qu'en fait l'Ukraine, le peuple ukrainien allait l'accueillir avec du pain et du sel, ce qui n'est absolument pas le cas. Et du coup, il n'était pas du tout, son armée d'engagement n'était pas du tout formatée pour un combat tel que cette armée connaît aujourd'hui. Avec un nombre important de tués. On parle des Américains, l'enseignement américain, mais 17 000 tués, je me fier pour l'enseignement américain. L'enseignement américain sert les intérêts américains. Ce n'est pas des amis, ce sont des alliés. Voilà, mais au-delà de ça, moi je suis très bon ami américain, hein, mais quand je vois au niveau macroscopique, au niveau État avec État,
Et je pense qu'il hésite aujourd'hui à engager ses soldats. Je ne vous ai pas les de soldats russes, mais également parce qu'en fait, il préfère, c'est pour ça qu'il a fait venir des Syriens, il a fait venir des Tchétchènes, parce que pour lui, vis-à-vis de son opinion publique, bah, un soldat tchétchène mort, c'est pas son problème, et un Syrien mort, c'est pas non plus son problème. Et puis, ces gens-là n'ont pas cette fraternisation possible entre soldats russes et soldats ukrainiens qui ont à peu près le même âge, qui peuvent parler exactement la même langue, et souvent, des familles ukrainiennes, des familles en Russie, et l'inverse c'est une vraie difficulté. J'ai joué l'autre jour avec une Ukrainienne qui a émigré en France il y a 6 ans, enfin qui a fait ses études en France. Elle m'a raconté que ses cousins étaient dans l'armée ukrainienne, et donc elle m'a raconté un peu l'intérieur, ce que ses cousins vivaient. Je pense que l'armée ukrainienne a été bien renseignée par les Américains, du coup, c'est bien réparti. Dans le langage militaire, on appelle ça se desserrer. Donc en fait, quitter sa ville de garnison et aller dans des endroits dans lesquels on sera moins visé. Parce que, pourquoi moins visé? Parce qu'en fait, c'est moins connu. Donc en fait, ils vont un peu se cacher, entre guillemets. Et ils se sont bien répartis. Ils profitent du renseignement américain également pour aller attaquer aux bons endroits. Voilà. Et je pense qu'ils ont beaucoup d'armes anti-chars et beaucoup d'armes anti-aviation qui sont très utiles aux Ukrainiens face aux blindés russes. On parle de, vous savez, de no-fly zone. De mon point de vue, il n'y a pas beaucoup d'avions qui volent. D'abord, la défense anti-aérienne ukrainienne existe toujours. Ils n'ont pas de bombes guidées laser comme on peut avoir, comme les pays occidentaux ont. Et donc, ils utilisent beaucoup l'artillerie. L'armée russe est très puissante grâce à son artillerie. Énormément de canons, et c'est ce qu'on voit. Donc aujourd'hui, c'est des frappes de terreur pour que la population ploie et dise stop, drapeau blanc, on veut négocier. Et je ne sais pas quel est le point de rupture pour Poutine au moment où il dira ok, j'accepte les négociations. Pour un, ne pas perdre la face lui, et ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il ne faut jamais, j'allais dire, enfermer quelqu'un, c'est-à-dire un chien rangé dans un coin. Il faut laisser une porte de sortie, sinon il finira par vous mordre. Et c'était les Indiens qui encerclaient les convois de chariots de cow-boys allant vers l'ouest. Il y a toujours une porte de sortie pour certains, parce que sinon on se bat jusqu'à la mort, et quand on se bat jusqu'à la mort, ça occasionne dans les rangs de l'adversaire énormément de tuer également. Donc je pense qu'il faut laisser une porte de sortie, parce que la vraie difficulté, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la tête d'un Vladimir Poutine, évidemment. Ça, je le sais, mais je ne sais pas si vous le savez. Oui, Je vous garantis que Christophe Omar et Alexandra ne se connaissaient pas. Vous voyez, on peut les laisser, ils vont converser, on a 2 écrivains qui, en même temps, sont plongés dans l'action de l'écriture et de la mémoire de tous tes grands-parents et la mémoire, ce qui fait la tragédie. Hein. La tragédie, c'est bien l'historialisation du passé. Et en même temps, là, on avait l'impression de sauter sur le Sarajevo, de sauter sur tout ça. Combien de sauts en parachute? Ça n'a pas fait beaucoup, Enfin, j'en ai fait 500, c'est beaucoup en soi, mais vous voyez, l'homme d'action qui écrit quand même et qui questionne. C'est-à-dire que le renseignement, c'est toute une affaire de questionnement, de recroiser, et ça. Et ça nous donne quelle chance hein, on a. Oui, je voulais vous dire en préambule, ne pas tomber dans le pathos, qui est quand même un peu la tentation du français, enfin des médias ni tomber dans le café du commerce. C'était je navigue aujourd'hui avec Google là-dessus. Vous voyez, on était libre dans le café du commerce. Non. Par contre, je le redis devant tout le monde, parce que quelquefois, Christophe parle très très vite. Tous les sigles sont à la fin du livre. Il y a tous les sigles. Il y en a au moins 4 pages. Vous inquiétez pas. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a les sigles avec tout ce qu'ils veulent dire. En plus, comme ils changent tous les ans. Oui, ça change régulièrement. Voilà. Vous avez fait, sans vous en rendre compte, vous avez prévu, mais je crois que je vais l'abandonner. On va juste avoir une pensée, voilà. C'est quelqu'un dans la salle qui sait pourquoi. Mais c'est Alexandra qui vous avez prononcé le mot tous les deux de la ville d'Odessa. Et j'ai une intuition, encore une autre,
mais que si le président Macron a passé 6h30 avec le président Poutine, c'était pas que pour de jouer aux échecs, que de parler de je sais pas quoi, voilà, de cette dame de judo et de l'autre de sa capacité d'écrivain près de Paul Ricoeur, etc. La France, alors, par l'intermédiaire du duc de Richelieu, alors je parle sous le contrôle d'Arnaud, Louis Armand Duplessis, c'est ça, Louis Armand Duplessis, en 1794, se voit confier une mission, cette ville nouvelle, là, c'est comme Clignancourt, je sais pas quoi, Odyssée, par Catherine II, qui est là. Elle va bientôt mourir, hein, il y a quelques années. De construire cette ville multinationale où il y avait quand même un petit bled, c'est le cas de dire, turc. Il y avait quand même un petit port turc. Et ce Louis Armand Duplessis va quand même nous aider en 1816 sur la demande d'Alexandre Ier, nouveau tsar, etc. Après, évidemment, la défaite de Napoléon. Il va nous aider à nouveau, côté français, il y a le ministre des Affaires étrangères, il va négocier au mieux, de dingue, hein, on avait je ne sais pas combien de milliers de tonnes de blé à fournir aux Russes pendant je ne sais pas combien d'années, ça a été divisé par deux, les mines d'or par deux, etc. Et donc, il y a sa statue, alors évidemment, vous ne le reconnaissez pas. Et comme par hasard, notre prof de latin grec qui est à côté de moi, il est en toge romaine. Voilà Louis Armand Duplessis, duc de Richelieu, en haut des marches. Alors tout le monde parle en ce moment des marches du film Potemkin, mais personne, je n'ai pas encore trop entendu parler de ça. Donc ça, c'est le lien, alors bizarrement, que j'ai moi avec l'Ukraine, et je l'avais déjà dit, non, et avec Odessa. Et j'ai dit, s'il me touche un cheveu, alors il n'y a plus de cheveux là, de cette statue-là, qui est en ce moment que j'ai regardé là, Google, entièrement entourée de sacs de sable. Et ils retardent hein, l'assaut d'Odessa, hein, alors qu'ils sont devant, ils parlent. Aucun intérêt à attaquer. Aucun intérêt, voilà. Ça va nous dire pourquoi. Parce que ce bonhomme-là avait épousé, vraiment, elle était très très moche, hein, je suis désolé de le dire, la comtesse de Rochechouart, et n'ont pas eu de descendants. Et mon arrière-grand-père a racheté juste les terres de ce château, on dit le château de Richelieu, à Verneuil-sur-Arc, à Courtrai, tu le connais bien. Voilà. Et donc j'ai un lien, bizarrement il s'est beaucoup occupé de la Russie, il n'était pas trop avec sa charmante comtesse de Rochechouart. Après il a négocié pour la France sous Louis XVIII, donc les accords, etc. Il s'est mais le lien France-Ukraine, alors il y en a peut-être d'autres, hein, avec d'autres villes, je ne sais pas, avec Kiev et tout ça, sûrement, mais je pense que c'est pour ça que notre pépère, hein, qui est bien renseigné par le ministère des Affaires étrangères, de la Défense, il dit bah oui, France et Ukraine, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'attaque ou pas de Odessa? Je pense que il y a deux villes qu'il ne détruira pas, de mon point de vue, c'est Kiev et Odessa. Kiev, parce que c'est le berceau de l'orthodoxie. Et Odessa parce que c'est justement la ville de la Grande Catherine. Ouais. Il se les réserve, on me dit aussi, il se les réserve, parce que si vraiment ça ne plaît pas. Il est vrai, je pense qu'il était mal renseigné et qu'il imaginait vraiment qu'il n'y aurait pas de résistance en face. À tel point, c'est que dans les troupes des premières de l'assaut, il y avait des gens qui étaient chargés d'assurer la transition. Volodymyr Zelensky devait être renversé, on devait mettre un gouvernement à la place, un peu fantoche, et puis il y avait déjà une partie de l'administration qui arrivait pour gérer ça. Donc en fait, la garde nationale qui devait assurer... donc en fait, dans les premières lignes, il n'y avait pas que des combattants expérimentés. Voilà, c'est le général Lemin et de l'Alexandre. Il est pile 9h. Si vous voulez, allez, quelques questions. Mais on a dit c'est 1 heure, un livre.